Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Mme Karine Gagnon, journaliste et chroniqueuse. Karine est l'auteure du livre « Irma s'en va en guerre ». Irma Levasseur est méconnue du grand public. Elle est pourtant la première femme médecin francophone au Québec et fondatrice des hôpitaux Sainte-Justine et de l'Enfant Jésus. Véritable missionnaire de la santé, Irma Levasseur a dû se battre pour accéder à la profession médicale, pavant la voie à des milliers d'autres femmes par la suite. Au cours de l'entretien, nous discutons de la longue gestation du projet de Karine, de la vie d'Irma Levasseur et du legs qu'elle a laissé. Véritable héroïne du 20e siècle, Irma Levasseur décède dans l'anonymat le 22 janvier 1964, à l'âge de 87 ans. Il est plus que temps de réhabiliter cette grande dame, et ce fut donc un grand honneur pour moi de recevoir Karine Gagnon en studio. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Karine, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, ben là, merci. Merci à vous. Ah, ben non, ben ça fait... On a travaillé fort, hein? Oui, ça a été compliqué, hein? Pendant quelques mois, je pense. Hein, avant de se trouver une date. Puis en fait, notre contact, c'était Michel Robert, je pense. Oui, que j'avais rencontré à l'association Québec-France. Exactement. Cartier, oui, c'est ça. Puis, parce qu'on a fait un épisode avec Michel sur l'affaire du docteur Thomas Crean. Oui. Qui était un médecin qui avait gradué à McGill, un assassin. Puis c'est drôle parce que je disais que c'est pas quelque chose dont McGill se vante. Se vante, hein? Non, sûrement pas. Donc, on est ici aujourd'hui pour discuter de votre livre qui s'appelle « Irma s'en va en guerre », publié aux éditions du Septentrion en 2023. Donc, un livre que j'ai beaucoup aimé, que je recommande. Donc, les fêtes s'en viennent. Donc, oui. Une belle idée de cadeau. Donc, peut-être pour les gens qui voudraient en savoir plus, pour Irma Levasseur, qui est une femme méconnue, d'après moi. Là, on pourra en discuter. Oui. Avant, je profite de votre statut d'experte quand même pour vous poser quelques questions sur votre travail de chroniqueuse. Oui. Parce que souvent, les gens confondent les genres chroniqueur versus journaliste, éditrice. Donc, si vous un petit laïus peut-être de quelques minutes sur les différences, parce qu'on peut être surpris parfois. Là. J'ai eu Ariane Lacourcière ici en entrevue. Oui. Puis, elle avait un petit devoir de réserve. Elle me disait, écoutez, moi, je suis journaliste. Je ne peux pas donner mon opinion. Si j'étais chroniqueuse, je le ferais. C'est ça. Et vous êtes chroniqueuse. Donc, la ouais, différence entre... en fait, je suis journaliste à la base. J'ai une oui, formation de journaliste, mais je fais du journalisme d'opinion. Dans le fond, c'est ça, un chroniqueur. Là, c'est qu'on peut, on peut déborder des faits. En fait, on se base sur les faits, évidemment, mais on peut donner notre opinion. Donc, on va plus loin dans l'analyse, puis on analyse donc... un ensemble de faits concernant une situation, on se fait une tête, puis on donne notre opinion par rapport à tout ça. Êtes-vous comme plus exposé aux poursuites, mettons, ou aux plaintes? Non, parce que je vais pas je n'insulte pas les gens, là, dans le fond, puis je base mon opinion sur des faits, donc à partir de ce moment-là, c'est un peu difficile de poursuivre, là, quand on se base sur des données, sur du concret, là. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez moins de devoirs de réserve? Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le dire. Dans un sens, oui, parce que quand on est journaliste puis qu'on ne donne pas notre opinion, c'est ça, il faut s'organiser pour que le papier ne soit pas orienté en fonction de ce qu'on pense. Ah oui. On doit demeurer
objectif, ce qui n'est pas le cas quand on fait de la chronique. Donc, voilà, c'est quand même une différence marquante. Puis c'est vrai que les gens confondent parfois et ne comprennent pas toujours la différence. Puis, éditorialiste? Un éditorialiste, je dirais que c'est la même chose là, que de l'analyse politique. Ouais. Oui, c'est juste que ça dépend des médias. Il y en a qui se donnent des titres là, d'éditorialiste, mais je pense que c'est la même chose. Puis des fois, il y a des équipes éditoriales qui vont signer un éditorial, justement. Là. Ça dépend des médias, des quotidiens, là, je pense. Mais parfois, vraiment, vous me corrigerez, mais parfois, les éditoriaux, vraiment, là, il y a une prise de position. On le voit parfois dans les élections américaines. Ouais. Un média va vraiment prendre position, puis ça va être dans l'éditorial, alors que les journalistes vont traiter la campagne de façon objective en théorie. Ou... c'est parce qu'il y a certains médias, puis on le voit plus aux États-Unis, je pense, qui ont une ligne éditoriale. Ouais, comme par exemple, on sait qu'il y a un média qui va être républicain, puis l'autre qui va être plus à propension démocrate. Ouais. Ça, ici, c'est moins le cas. Là. On le voyait plus autrefois. Bon, il y a encore des journaux là, qui sont plus identifiés. Parfois, oui, c'est ça. Mais c'est pas aussi marqué qu'aux États-Unis. Mais parfois, il y a des journalistes qui s'échappent aussi. Là. Quand on porte attention un peu... Là, il faut être prudent là-dessus. Là, Je vous donne un exemple. Moi, j'ai en tête la première campagne politique de Bernard Drinville. Là, ça remonte quand même. Là. Puis la journaliste, à l'époque, durant la soirée, parlait des résultats, puis l'appelait Bernard. Oui, parce qu'elle connaissait probablement. Dans ce temps-là, il faut le préciser, puis encore là, ça ne se prête pas tout le temps. Elle ne lui parlait pas, mais elle parlait des résultats. Oui, ça fait mais drôle à l'inverse, un peu. moi, je parle souvent pas souvent, parce que c'est quand même pas, je suis pas une analyse politique, mais à un certain moment donné, j'avais entendu quelqu'un parler de la carrière de Bernard de Rome, puis la personne en question, le ou la politicienne avait dit: je n'ai jamais réussi à savoir où logeait Bernard de Rome. Ah ouais. Ça veut dire, j'imagine, c'est une grande qualité là, de c'est réussir à faire ça une longue carrière comme ça sans que personne puisse se placer. Puis, Oui, c'est ça. Chantal Hébert dit ça souvent aussi, que personne peut deviner pour qui elle vote. Puis je pense que c'est important aussi quand on fait de l'analyse, que même si... Au bout du compte, évidemment qu'on a une opinion, puis on vote. Tout le monde a une opinion, c'est sûr, là. Donc, puis on vote. Donc, c'est sûr qu'on vote pour un parti, là. Peut-être pas toujours le même non plus. Peut-être pas toujours le bon. Oui, c'est ça, mais exactement. Mais on se doit de quand même analyser objectivement aussi là, les séquences. Là, avant de passer au vif du sujet, là, une petite vite juste sur le troisième lien, puis le tramway. Le troisième lien, puis le tramway. Est-ce qu'on va s'en sortir ou... Je suis pas sûre. Je regarde ça aller depuis une semaine, là, puis je me dis, c'est ce que j'écrivais d'ailleurs cette semaine, que je trouve dommage qu'on se dirige vers encore une autre élection sur ces dossiers-là, qui sont toujours pas réglés, qui tournent en rond. On attend là même, on se dit, s'il y a des élections fédérales, puis que le Parti conservateur entre au pouvoir, on a le chef conservateur qui dit qu'il financera pas le tramway, qui va financer un troisième lien. Donc, lui, il vient jouer dans des compétences aussi qui sont provinciales, puisque le choix des projets, en principe, c'est provincial. Mais bon, on verra ce qu'il fera là, quand il arrivera au pouvoir, mais... Tout ça pour dire que je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui avancent, puis qu'on est dans une espèce de... On est un peu englué, notre belle région de Québec, parce que ces dossiers-là majeurs ne se règlent pas. On revient toujours avec aussi des choses qui ne sont pas nécessairement appuyées scientifiquement. Là. Ça me dérange pas mal. Je pense au troisième lien. Là, si on lit le dernier rapport de la Caisse de dépôt de placement, Infra, on voit que c'est pas recommandé, qu'en fait, ça déplacerait la congestion. Donc, je trouve ça dommage quand nos élus tiennent pas compte puis ça, j'imagine que ça vous rejoint aussi, là, tiennent pas compte des données scientifiques là, sur lesquelles ils devraient s'appuyer s'ils souhaitaient vraiment dépenser notre argent des contribuables à bon escient, là, puis en fonction des bonnes données, là, donc... Je suis tout à fait d'accord. Moi, une de mes devises récentes, c'est de dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu moins de politique dans la science, puis un peu plus de science dans la politique. Peut-être que les choses iraient un peu mieux. Et moi, je trouve que ce qui se passe au Québec, personnellement, là, donc, moi, j'ai pas de devoir de réserve, là. J'adore le terme englué, là, mais je trouve, il me semble qu'on vit encore sur le rêve de la Révolution tranquille, on a fait des choses extraordinaires au Québec dans les années 60-70, en dedans de quelques années. Oui, vraiment. Si c'est impressionnant quand on regarde. L'assurance maladie. L'assurance hospitalisation. Des politiciens comme Claude Castonguay, là, c'est comme moi, je vais y aller 4 ans, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire autre chose. Là, on est là dans le domaine de la santé. Moi,
L'hôpital qu'on est en train de construire ici à Québec, ça va avoir pris un quart de siècle. Oui. Un quart de C'est fou, hein? Juste y penser. Ben moi, je sais parce qu'on écrit sur les mêmes projets, puis l'hôpital de l'Enfant Jésus dont vous parlez, c'en est un là, depuis des décennies. Là. Puis on a l'impression un peu qu'on radote à un moment donné, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, on est encore dans les mêmes cercles. En tout cas, ben, écoute, on a trouvé la transition idéale parce que l'hôpital de l'Enfant Jésus a été fondé par la personne dont on parle aujourd'hui, qui est Irma Levasseur, et sur lequel donc, vous avez écrit un livre en 2023. Je dois vous dire que j'ai été surpris par le sujet parce que c'est quand même assez pointu. Puis pourtant, c'est une personne qui mérite beaucoup plus. Donc, pourquoi Irma Levasseur? Ben moi, je m'intéresse beaucoup aux femmes dans notre histoire parce que je trouve que de manière générale, on les oublie souvent. Puis la preuve en est que depuis que j'ai publié le livre, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir quand je fais des tournées de Salon du Livre ou que je présente des conférences pour me dire merci de me l'avoir fait découvrir. Alors, c'est quand même surprenant de la part, en fait, concernant un personnage aussi grand qui a fait autant de réalisations là, qu'on la connaisse pas davantage. Alors, c'est un peu ça qui m'a amené à parler d'elle. Et c'est le fait aussi que mon patron m'avait envoyé rencontrer les sœurs dominicaines de l'Enfant Jésus à Québec, qui devaient céder leur terre au gouvernement du Québec à l'époque. Et elle m'avait présenté un document sur les 75 ans de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Puis ça avait piqué ma curiosité de voir un petit passage sur une femme qui s'appelait Irma Levasseur. Puis là, on disait qu'elle avait cofondé aussi l'hôpital Sainte-Justine. On est en quelle année, juste par la rencontre avec les sœurs? Oui, c'est ça, oui. Ça remonte à à peu près 22-23 ans. OK, quand même. Okay. Oui, c'est une affaire, c'est un projet de longue haleine, cette histoire-là. C'est un projet de vie. Mais vous allez comprendre pourquoi. OK. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas parce que j'ai fait comme le gouvernement avec les projets. Alors là, je me suis intéressée à elle et puis j'ai continué mes recherches parce qu'elle me restait dans la tête. Puis là, après ça, je suis tombée enceinte, j'ai eu un congé de maternité puis j'ai intensifié mes recherches pendant ce temps-là. J'ai monté tout un document avec l'idée que ça serait mon premier roman parce que j'avais comme rêve de publier un roman depuis que j'étais toute petite. Là, j'ai toujours écrit. Et puis là, je me suis dit, ça y est, c'est mon personnage, elle est extraordinaire. Puis là, plus j'en découvrais sur elle, plus je la trouvais extraordinaire. Sauf qu'il y avait une auteure qui travaillait sur le même projet. Et là, j'ai su ça et elle m'a devancée pour la publication parce qu'elle était probablement plus avancée que moi. Et elle a publié une trilogie. Alors là, ça devenait plus compliqué de publier une œuvre sur le même personnage, mais les maisons d'édition m'ont dit, on pense que ça serait intéressant que vous le ressortiez dans, admettons, une dizaine d'années, le temps que l'autre œuvre se sera fait oublier. Puis c'est tellement un grand personnage puis vous allez le raconter différemment que ça serait intéressant. Alors, c'est ce que j'ai fait. Sauf que quand je l'ai ressorti, là, j'avais presque 40 ans. Puis il y a plein de choses que je voyais plus de la même manière. Mon écriture avait évolué. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réécrit au complet. Et puis, c'est au hasard d'une rencontre avec le fondateur du groupe de la maison d'édition Septentrion, qui est basé ici à Québec, d'ailleurs, ce dont je suis fière. Donc, lui, je lui ai parlé de ce roman-là que je lui avais soumis en lui disant que je l'avais tout retravaillé, puis ça a piqué son intérêt et sa curiosité aussi. Et il m'a demandé de lui envoyer le manuscrit. Et c'est Denis Vaugeois, en fait, qui est un ancien ministre de l'Union nationale et ensuite du gouvernement de René Lévesque. Et le projet, le projet a suivi son chemin. Et puis, donc, on a publié l'année passée, là. OK, quand même, c'est toute une histoire. Pourquoi le choix du roman historique? Le roman par historique... rapport à une biographie pure ou... parce que je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment d'écrits qu'avait laissé Irma Levasseur et je trouvais que le meilleur moyen de lui donner vie, à la lumière de ce que j'avais trouvé comme information, c'était d'écrire un roman sur sa vie. Puis je suis contente de mon choix parce que ça a comme permis de l'imaginer en chair et en os, puis de la rendre attachante. Tandis que si ça avait été une biographie, étant donné qu'elle n'avait pas laissé beaucoup d'écrits, ça aurait été plus factuel. Je trouvais ça moins intéressant. Plus court, là? Ça aurait été plus un genre de petit manuscrit d'une 40aine de pages? Ou Absolument. Ça aurait pu être plus court, puis je trouvais que ça méritait davantage.
Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Puis, vous dites là, vos recherches, tout ça, de comment... Racontez-moi un peu, on part de quelqu'un qui voudrait dire, moi, je vais écrire un livre sur un personnage comme ça. On se lance où, là? Partout en même temps? Moi, là, j'avais la déformation de mon métier, je pense, là, comme journaliste. Là, je me suis lancée dans des méga recherches. Là. Je suis allée, plus proche d'ici au séminaire de Québec parce que son père, son frère l'avaient fréquenté. Ensuite, je me suis rendue à Ottawa aux Archives nationales parce que son père et son frère avaient laissé des trucs là aussi. Je suis allée aux Archives nationales, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ouais. J'ai rencontré aussi des gens qui avaient travaillé à l'hôpital de l'Enfant Jésus il y a longtemps, des personnes qui sont décédées aujourd'hui d'ailleurs. J'avais rencontré la biographe aussi qui est décédée l'année dernière, la biographe de Justine Lacoste, que Irma Levasseur a côtoyée dans le cadre de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, j'ai rencontré plein de gens, j'ai lu plein de choses aussi, des publications sur l'histoire de la médecine, sur l'époque. Donc, j'ai vraiment fait un travail de recherche considérable. Aussi, c'est vrai, je suis allée... je suis pas allée, en fait, j'aurais bien aimé, mais j'ai contacté l'Université Saint-Paul au Minnesota, où est-ce qu'elle a obtenu son diplôme de médecine. Puis j'avais trouvé des informations intéressantes. Mais là, quand j'ai retravaillé le manuscrit, j'ai refait des recherches parce que là, il y avait plus de trucs numérisés. Puis il y avait d'autres choses qui avaient été conservées, là, que j'ai découvertes, dont la photo qu'il y a sur... en fait, on a fait faire un dessin. Sur la page couverture du livre, à partir de cette photo-là, de l'album de finissante d'Irma. Je trouvais qu'on voyait toujours l'image où elle était plus vieille, puis elle avait l'air un petit peu perdue. Avec son chignon un peu. Moi, je trouvais que ça... Ben, celle-là est plus jeune, là, celle avec le chignon, mais c'est une autre image, là, quand on a fêté ses 50 ans de pratique. Je trouvais que ça y rendait pas hommage. C'est ça. Ça représentait pas la jeune femme courageuse et dynamique qu'elle avait pu être. Là. La deuxième photo dont on parlait, je trouve que là-dessus, moi, personnellement, je trouve que c'est une belle femme. Oui, elle était belle. La photo sur le livre, ça a l'air d'une adolescente un peu. Oui. Puis la photo plus âgée, elle est dans le livre. Donc, quelqu'un qui vous lit, lorsqu'on lit un roman historique, comment savoir ce qui est vrai de ce qui est romancé? Est-ce qu'il y a une technique où on prend pour acquis, c'est un roman? Donc, dans votre cas, j'imagine que tous les personnages ont existé. Oui, pas tous. La plupart, par exemple. Toute sa famille, les gens qu'elle côtoie, avec qui elle fonde les établissements, évidemment, ce sont des vrais personnages. Puis j'explique ma démarche aussi dans le roman. Mais c'est sûr que quand c'est un roman, il faut être conscient qu'il y a de mon imagination là-dedans. Là. Quand je disais pour donner vie au personnage, c'est sûr que je me suis placée dans sa tête, mais j'y ai jamais été, puis j'ai jamais pu la rencontrer. Alors, puis aussi, j'ai fait certaines déductions à partir de ce que j'avais comme information. Puis, si on parle d'un personnage que j'ai inventé, c'est celui avec qui elle va avoir une espèce d'idylle amoureux en Serbie. Parce que c'était un passage tellement dur, tellement triste que je me disais... Il me semble que les gens avaient besoin de mettre de la lumière dans des événements comme ça. C'est de la lumière, mais c'est de la lumière qui... s'assombrit assez rapidement parce que le personnage attrape la maladie. Oui, c'était l'horreur, hein, ce passage-là en Serbie. Il y a eu des écrits là-dessus. J'ai lu des journaux de soldats qui avaient participé à ce traitement d'épidémie-là, là, finalement. Là. Mais oui, c'était quelque chose de particulier de s'embarquer là-dedans. Là, mais ça a sûrement sauvé beaucoup de vies. Là. Exactement. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil, Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Donc, on parle depuis tout à l'heure de Irma Levasseur, mais qui était, vous me dites, l'admiration pour les femmes qui ont accompli tant de choses. Donc, qui était Irma Levasseur? Irma Levasseur, c'est notre première femme québécoise francophone qui est devenue médecin. Puis pour ce faire, elle a dû aller étudier aux États-Unis parce que c'était pas possible de diplômer en médecine pour une femme. Oui. Au Québec, à l'époque, il y avait quelques anglophones là, qui ont pu graduer un peu avant elle, mais très peu. Et puis, elle a décidé d'opter pour les États-Unis au Minnesota, où il y avait un ami de son père et aussi de la famille. Il y avait beaucoup de francophones qui étaient établis là-bas. J'ai découvert ça dans mes recherches. Là. Il y avait même des journaux francophones et tout ça. Alors, elle s'exile là-bas à un jeune âge quand même pour aller étudier la médecine et elle gradue. Et elle revient. Donc, c'est notre première, comme je le disais, femme médecin québécoise francophone qui a à son actif toutes sortes de réalisations, dont, on le disait tantôt, là, la fondation de l'Hôpital de l'Enfant Jésus avec des collègues et celle de l'Hôpital Sainte-Justine pour les enfants à Montréal qui existe toujours. Celle de l'Enfant Jésus n'est plus à vocation là, pour les enfants, ce qu'elle était au départ, mais on s'entend qu'elle est quand même utile là, pour les adultes. Ouais. Puis il y avait l'école Cardinal Villeneuve aussi. Oui, l'école Cardinal Villeneuve, elle a été l'idéatrice de cette école-là pour enfants handicapés. Là. C'était ça son idée, et puis elle en a parlé à des gens qui ont fait cheminer le dossier puis qui ont concrétisé le projet. Donc, elle a été la source d'inspiration. Là. Puis vous parliez du fait de s'exiler pour étudier. Puis vous l'expliquez bien dans le livre, elle revient au Québec, mais ce n'est pas partie gagnée, là, parce que le Collège des médecins dit c'est correct, tu as fait des belles études, mais tu ne seras pas médecin pour autant. Là. Ouais, oui. Puis j'essaie d'imaginer l'entêtement de cette femme-là, ça devait être assez exceptionnel, parce que peut-être pour raconter elle a dû aller avoir un projet de loi spécial, si je comprends bien, un projet de loi spécial. Oui, privé. Un projet de loi privé à son nom. Puis pour l'obtenir, elle a dû aller plaider devant l'Assemblée nationale sa cause, ce que je raconte dans le roman. Et sûrement aidée par son père, qui était un journaliste, qui avait beaucoup de contacts à Québec, à Ottawa. Donc, c'est assez clair qu'il l'a aidé plusieurs fois là, dans ses projets, mais effectivement, ça prenait tout un front de bœuf parce qu'à l'époque, on le disait, on ne pouvait pas étudier la médecine quand on était une femme. On ne pouvait pas faire grand-chose, en fait. Non. À l'époque, là, Irma est née en 1878. Donc, là, elle gradue en 1900. Alors, ça nous mène au début du 20e siècle là, pour aller plaider sa cause devant l'Assemblée nationale. Donc, c'était quand même assez particulier. Et j'ai reproduit dans le livre, d'ailleurs, la réponse que lui avait fait l'Université Laval à sa demande de pratique. C'était assez clair, là, qu'il n'en voulait pas, puis qu'il n'en aurait pas pour la suite. Alors, imaginez, eux autres, ils avaient réglé ça. Là. Il n'y aurait jamais de femme qui allait pouvoir étudier la médecine. Alors, elle a persévéré, elle a gagné son point. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'était pas évident quand même de pratiquer la médecine malgré toutes ces démarches-là, parce qu'elle doit s'exiler.
à New York, probablement que c'est compliqué de gagner sa vie puis qu'on la prend pas nécessairement au sérieux. C'est ça. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, à New York, il y avait une femme qui s'appelait Mary Putnam Jacoby qui pratiquait avec son mari puis était spécialisée aussi dans la médecine pour enfants. Puis elle la retrouve souvent au cours de sa vie. Donc, je pense que... Puis elle a travaillé pour la Croix-Rouge, Irma. Elle a travaillé pour le service d'hygiène de la ville de New York. Donc, je pense que c'était sa manière de gagner sa vie, là. Puis elle était toujours... elle faisait des sauts de quelques années aux États-Unis, puis elle revenait au Québec, là. Donc, on voit qu'elle avait quand même un attachement là, pour ses racines, là. Puis ce que j'ai cru comprendre, puis ça me semble véridique aussi, vers la fin, vous l'expliquez qu'elle est devenue un modèle pour plusieurs femmes par la suite, pour accéder à d'autres professions libérales, le droit ou... Oui. Des choses... c'est sûr qu'elle a ouvert des portes, puis notamment en médecine. Là, puis elle côtoie d'ailleurs dans mon roman, parce qu'elle l'a côtoyée pour vrai, mais la première femme diplômée en médecine de l'Université Laval, puis c'est venu beaucoup plus tard. Mais tout n'est pas gagné à cet effet d'ailleurs. Les personnages principaux dans sa vie, je me disais, avec la vie qu'elle a vécue, il fallait qu'elle ait un père à l'époque assez ouvert d'esprit. Je ne sais pas la perception que vous en aviez. C'est un homme qui avait élevé ses enfants seul. Lui-même était un personnage en soi, j'imagine, cet homme-là. Là, donc, Irma, un intellectuel. Elle a eu la chance de grandir dans un milieu bouillonnant d'intellectuels. Son grand-père recevait toutes sortes d'artistes, d'hommes politiques. Son père, à sa suite, elle a vécu aussi un drame. Il faut le dire, parce que je pense que ça a façonné le reste de sa vie. Lorsqu'elle avait 10 ans, sa mère est partie. Elle a abandonné sa famille. Puis moi, c'est quelque chose que je peux pas juger parce qu'à l'époque, elle était cantatrice, sa mère. Puis il y avait pas beaucoup de possibilités pour les femmes. Donc, elle est partie, mais ça a sûrement été très marquant. Et elle avait perdu des petits garçons. Hein? Il y avait beaucoup de mortalité infantile là, à l'époque. Ce qui était la norme. Oui, c'était ici, là, le Québec et Montréal étaient des capitales de mortalité infantile dans le monde. Ça semble surprenant, là, mais c'était ça. Donc, c'est ça, elle a vécu ce drame-là, mais malgré tout, elle avait un père qui la soutenait. Et c'était quelqu'un avec une personnalité, et même physiquement, il y a une photo dans le roman, là, mais on voit que c'est quelqu'un de spécial, les petites moustaches un peu à la Cyrano de Bergerac. Puis j'ai trouvé que dans les salles de rédaction, on le surnommait Cyrano, oui. Donc, c'était quelqu'un, je le disais tantôt, qui avait beaucoup de contacts, qui connaissait plein de politiciens, puis... Hector Fabre, entre autres, là, avec qui il a travaillé à l'événement, qui était un homme politique connu là, à l'époque. Donc, on voit qu'il a certainement soutenu Irma dans toutes ses entreprises. Elle était très proche, en fait, de son père et de son frère, avec qui ils s'entrecroisent souvent là, dans la vie, sont proches, puis ils vont finir leur jour ensemble aussi, là. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. J'avais lu que son frère Paul avait peut-être certains enjeux au niveau du comportement ou mais ça je l'ai pas retrouvé dans le livre. Moi j'ai pas trouvé ça. Non, je pense que c'est une invention dans le précédent roman dont je parlais. En tout cas, moi j'ai jamais trouvé ça. Non seulement ça, mais il a fréquenté le collège militaire Royal Saint-Jean. Fait que je pense que ça prenait quand même une certaine intelligence. Il est allé à la guerre aussi, puis il a pris part, et ça c'est spécial quand je dis que c'est une famille spéciale, il a pris part à l'expédition du capitaine Bernier en Arctique et il a ramené de fantastiques images des Inuits à l'époque que j'avais trouvées à Ottawa.
OK. Donc, vous voyez, Sujet pour ce un autre sont des livre. gens, quasiment, ce sont des gens très, très spéciaux, là. Ouais. Quelle est la perception que vous avez vraiment de la personnalité d'Irma Levasseur? Parce qu'on s'en était parlé quelques semaines. Ouais. Moi, je pensais à Mère Teresa. Là. Je me disais, ça a tout d'une vocation, Oui. sauf l'aspect religieux. Je sais pas... Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas l'aspect religieux, mais c'est vraiment une missionnaire. C'est ça. Puis quand j'avais écrit mon manuscrit, moi, je l'avais intitulé « La mission », mais je suis pas bien bonne pour faire des titres de romans. Là. Contrairement à des titres de chroniques, ça, je suis pas pire, mais des titres de romans, je l'ai pas. Puis, mais ça montre que c'était l'esprit de toutes ces entreprises. Puis, on voit là qu'elle fonde des hôpitaux, mais elle reste pas nécessairement longtemps. Quand là, c'est sur les rails qu'elle voit que ça fonctionne, elle quitte. Puis elle passe à un autre projet. Ça, je trouve que ce sera un beau modèle pour nos politiciens. Oui! Ouais, de commencer par les accomplir. Vous pouvez faire quelque chose de bien, mais vous n'êtes pas obligé de vous accrocher. Effectivement. Puis, pourquoi avoir choisi, dans le titre du roman, Irma s'en va en guerre, pourquoi parler spécifiquement de la Serbie? Mais ça fait pas seulement référence à vous son auriez pu passage parler, en Serbie. non, mais dans le sens, c'est ça. Parce qu'elle est de tous les combats. Sa vie est un combat. Ouais. Elle combat pour aller étudier, pour pratiquer la médecine, puis elle part se spécialiser aussi en Europe, pour fonder des établissements, alors que les femmes n'ont pas de droit à l'époque, là aussi, là, faut pas l'oublier. Tout était compliqué pour elle. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elle s'en va en guerre parce que sa vie est un combat de A à Z. OK. Puis la portion où vous parlez justement de son séjour en Serbie, jusqu'à quel point c'est basé sur des faits historiques ou romancé? J'ai beaucoup cherché. Ça, c'est basé sur des faits parce que, quand même pas tant, parce que j'avais retrouvé la fille d'Albini Paquette, qui est notre premier ministre de la Santé du Québec dans le gouvernement Duplessis, qui a fait l'expédition en Serbie et qui est allé, comme elle, combattre l'épidémie de typhus. Oui, il était un des médecins qui avait répondu à l'appel et il a écrit sa biographie, puis j'avais retrouvé sa fille qui était vraiment âgée à Mont-Laurier. Lui, il était le député de Mont-Laurier. Et elle m'avait envoyé, il lui restait au grenier quelques exemplaires de la biographie de son père, puis elle m'en avait fait parvenir un. Puis là-dedans, il racontait comment ça se passait. Donc, ça m'avait donné une bonne idée là, de l'horreur qu'ils avaient vécue. Et il a aussi témoigné quand ils ont fait le jubilé là, pour les 50 ans de pratique d'Irma Levasseur. Il était allé témoigner du courage d'Irma, puis d'un peu de ce qu'elle avait vécu. En tout cas, c'est très réussi là, pour ceux qui sont... Pour ceux qui n'aiment pas les bobos, la tête nous pique quand on les oui. Oui, on en a beaucoup parlé de ce chapitre-là. Ça a l'air des semaines sans se laver. C'était épouvantable. Puis elle enterrait vraiment les cadavres à la chaux, puis il creusait les fosses, puis il tuait les chèvres pour se nourrir. C'était l'horreur. C'est ça. Puis j'ai appris aussi, parce que vous parlez de l'épidémie de typhus, à ne pas confondre avec la fièvre typhoïde. Oui. Donc, ça permet d'apprendre des choses, même après presque 30 ans en chirurgie. Donc, je suis contente. Puis une maladie, incidemment, qui était transmise par les poux. De ce que je comprends, c'est comme une espèce de cercle vicieux. Là. Oui, puis ils ne comprenaient pas nécessairement tout. Là. Puis c'est ça, ouais. Puis c'était très contagieux. On se comprend qu'il n'y avait pas les mêmes connaissances à l'époque. Alors, ça se répandait comme une traînée de poudre. Puis elle aurait pu y laisser sa vie parce que, en fait, reprises, c'est ça. Oui, parce que si les médecins canadiens ont été appelés à répondre à cet appel-là, par le gouvernement britannique et éventuellement canadien, c'est que les rangs des médecins serbes étaient carrément décimés. Décimés par la maladie. Donc, c'est quand même toute une histoire. Là. Donc, puis là, elle revient de Serbie, puis c'est là que toute sa mission plus hospitalière se développe. Si on regarde un peu la oui, en fait, ce qui arrive quand elle revient de Serbie, elle a déjà fondé l'hôpital Sainte-Justine. Ça, c'était en 1907 et 8. Mais là, elle est encore dans l'idée de doter Québec, où il y a aussi encore beaucoup de mortalité infantile, d'un hôpital pour enfants. Et ce qui est particulier, et ce que j'ai découvert dans le cadre de mes recherches, c'est que la médecine pour enfants, à l'époque, était nouvelle. Puis les médecins, en général, la regardaient un peu de haut. Oui. C'est comme si c'était une sous-médecine ou une sous-catégorie de médecine. Vous comprenez? Alors, c'était un combat d'amener les autorités à embarquer dans des projets comme ça. Puis là, elle avait dans l'idée de refaire l'exploit, finalement, qu'elle avait fait du côté de Montréal, mais cette fois dans sa ville natale, à Québec, parce que Irma est née, puis elle a grandi dans le quartier Saint-Roch. Et toute sa famille est originaire de Québec, famille paternelle. La famille maternelle, c'était des Anglais.
mais qui étaient établis aussi à Québec depuis un bon moment, qui sont encore ici, d'ailleurs, les descendants à Québec, à Sillery. Et donc, c'est ce qui la motive là, à refaire un petit peu les mêmes étapes qu'elle a fait du côté de Sainte-Justine, là, de Montréal. Donc, réunir des collègues qui, eux aussi, avaient une préoccupation puis souhaitaient développer la pédiatrie. Et elle réussit à le faire et à ce que même l'hôpital va être installé dans sa maison qu'elle acquiert sur Grande Allée. Les maisons, malheureusement, n'existent plus parce qu'on a construit les magnifiques bâtiments comme l'édifice H. Je dis magnifique là, parce que c'est vraiment pas beau. Mais là, juste c'était pour les années... on est en face de l'Assemblée nationale. Oui, en face de l'Assemblée nationale, c'est tout un pâté de maisons magnifiques. Ouais, adossé au plaines, droit. Du côté de... Oui, c'est ça, adossé aux plaines d'Abraham, OK. Exactement. Donc, les premiers enfants ont été soignés dans cette maison-là. Et puis, encore une fois, comme à Sainte-Justine, elle ne reste pas vraiment longtemps. Puis, une fois que c'est incorporé, puis là, il y a toujours les religieuses aussi qui débarquent dans le décor. Parce qu'à l'époque, le système de santé n'était pas supporté par les gouvernements comme aujourd'hui, hein. Donc, je pense qu'elle ne s'entend pas nécessairement bien avec les religieuses non plus. Okay. Ben, je pense que pour elle, ça doit être les médecins qui dirigent, puis qui gèrent, puis là, à l'époque, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay. Fait que je pense que... Puis aussi, on peut se dire qu'une femme de caractère, à l'époque, comme elle, ça devait sûrement déranger pas mal. Super bien passer, oui. Encore aujourd'hui, une femme de caractère, ça peut déranger. Donc, on se dit, quand même, 100 ans plus tôt, là, c'était toute une histoire. Là. Est-ce qu'on connaît à Irma Levasseur une vie sentimentale? Non, absolument pas. Zéro? Non, zéro. Quand on dit missionnaire, là, ben, sa vie était consacrée à la médecine pour enfants. C'était vraiment ça. Il n'y a aucune trace d'aucune relation. Puis c'était une femme proche de sa famille, qui avait des amis, mais pas d'amoureux connus. Et du côté de son frère, non pas de descendants? Plus, c'est ça? Non, donc ça fait qu'ils n'ont pas eu d'enfants. OK, donc il n'y a pas de descendants. La famille s'est éteinte après eux, là. C'est quand même triste un peu à certains égards. Puis comment expliquez-vous, vous mentionnez dans le livre ne pas avoir voulu traiter la fin de sa vie, là, qui a été plus difficile. Oui. Donc, peut-être parler de la fin de sa vie, et deux, comment vous expliquez que se retrouver comme ça, là, disons. Un peu seul. Interné à certains moments. Donc, quand on dit Irma s'en va en guerre, ça a été le dernier combat de sa vie. Ouais. C'est qu'Irma a dû se battre pour regagner sa liberté parce qu'elle était internée. En fait, c'est pas bien compliqué. Là. Elle était rendue très âgée. Son frère était décédé. Son frère était plus vieux qu'elle un peu. Il est décédé avant elle, quelques années avant elle. Puis je pense que les voisins, ce qu'on comprend de l'histoire, c'est que les voisins se sont plaints parce qu'elle prend plus soin d'elle, sa maison, il y a des piles de papier, puis bon, c'est pas bien propre, puis... Ça fait que là, ils viennent la chercher pour cette raison-là, puis elle est un peu mêlée. Puis là, ils l'internent à Roi-Rousseau. Mais elle l'entend pas comme ça, là. Elle veut regagner sa liberté. Donc, il y a tout un procès là, que j'ai pu consulter, qui a eu lieu. Puis elle a l'aide d'un avocat qui va la défendre et elle va gagner son point, à condition, cette fois-ci, d'aller dans une maison avec les Sœurs du Perpétuel Secours. La maison Sainte-Marguerite, ici à Québec. Donc, elle va finir ses jours à cet endroit-là. Mais comment j'explique qu'elle se soit retrouvée seule? Parce que dans le fond, c'est une personne âgée qui s'est retrouvée seule. Elle avait quand même connu beaucoup de gens dans sa vie. Elle avait connu beaucoup de gens, mais elle était... je disais qu'elle quittait l'émission. Elle fondait des hôpitaux, puis après, elle s'en allait... Donc, je pense qu'elle a peut-être pas gardé le lien. Puis aussi, à l'âge qu'elle était rendue, il y avait beaucoup de gens qui étaient décédés. Toute sa famille, les gens qui étaient proches d'elle, sa tante, son père, son frère, étaient tous décédés. Sa mère était partie, puis elle n'a pas eu le lien là, avec elle à partir du moment où elle a quitté. Donc, il y avait des parents éloignés qui venaient lui rendre visite. Puis les dames habitent toujours à Québec, là, la plupart, là, qui étaient ses arrière-petites-nièces, mais bon. C'était pas des parents proches en même temps, là. Donc, ils venaient la voir à tous les dimanches, lui apportaient un peu de nourriture, venaient voir comment elle allait, mais
C'est pas comme des enfants qui vont Non, prendre soin ça. de toi parce que, bon, t'as été maman, puis qui vont s'occuper aussi de perpétuer ta mémoire. Fait qu'on peut penser aussi que le fait qu'on l'a oublié, c'est aussi parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, parce que son frère n'a pas eu d'enfant, donc il n'y avait pas de descendants ou de parents proches qui auraient pu se charger de s'en occuper, puis après de perpétuer sa mémoire. On comprend, en tout cas, c'est mon opinion, j'imagine c'est la vôtre, là, que son héritage est insuffisamment reconnu, là, à vous entendre? Ou, Ben moi, je trouve qu'on on aurait pu, par exemple, avoir une plus grande présence à l'hôpital Sainte-Justine. Ça a été corrigé avec le temps, mais ça a pris du temps. Puis bon, il y a aussi que Justine Lacoste-Beaubien, qui est la cofondatrice avec qui elle est demeurée amie toute sa vie, ben elle a passé sa vie à l'hôpital Sainte-Justine, mais on aurait quand même pu reconnaître davantage. Et même chose pour l'Enfant Jésus. Ben là, on a une belle occasion. Ouais, ben on a un nouveau complexe hospitalier en construction, puis je voyais, c'est drôle, c'est le hasard, que je voyais un courriel aujourd'hui à l'interne. Il va y avoir des consultations peut-être sur le nom du prochain hôpital, donc... ça pourrait être une bonne occasion. Moi, je l'avais soulevé en chronique, j'avais écrit un papier là-dessus. Peut-être une belle occasion de faire ça. Ouais. Là, quand on se promène dans les... Je sais pas si vous êtes allé dans un des sites du CHU de Québec récemment, il y a des petits panneaux historiques. Oui, au CHU, entre autres. Il y a les grandes étapes de chaque hôpital, puis là, on mentionne Irma Levasseur, mais... Oui, puis il y a un auditorium là, à l'hôpital de l'Enfant Jésus, mais il me semble mais que... ça mériterait probablement plus. En tout cas, moi, j'ai choisi mon nom d'hôpital en vous lisant, parce que je connaissais un peu le personnage, mais certainement pas à hauteur de ce que vous racontez. Donc, c'est un excellent livre. Donc, merci. Donc, je répète aux auditeurs, donc Irma s'en va en guerre aux éditions du Septentrion, puis c'est vraiment un roman, donc il ne faut pas être intimidé, ce n'est pas une biographie, ça se lit très bien, puis ça permet de faire des recherches, parce qu'on peut choisir n'importe quel segment du livre. Puis aujourd'hui, avec Internet, aller s'informer davantage. Ne serait-ce que pour le typhus, on en apprend beaucoup sur... en faisant des recherches assez rapidement, on conçoit que c'était quand même un gros problème de santé publique pour les militaires à l'époque. Oui. Puis dans les armées, j'ai cru comprendre que c'était particulièrement problématique. Là. Oui. Probablement en raison de la promiscuité. La promiscuité, l'hygiène. Puis là, ils traitaient les gens avec des saupoudrés d'insecticides. Là, à partir du moment où ils ont compris que c'était... ça devait pas être trop bon pour la santé. Non, ça devait pas être formidable. Donc, bref, ça fait un excellent tour d'horizon. Merci. Merci. Donc, la formule de mon balado, une petite section baguette magique. Donc, et vous n'avez pas de devoir de réserve. Donc, donc je vous tends la baguette. On est face à face. Puis, je voulais changer une chose dans le système de santé québécois. En 2024. Une ou quelques-unes. Oui, il y en aurait tellement, mais je dirais l'accès à la première ligne. Okay. Parce que je dis souvent que je suis heureuse de ne plus avoir de jeunes enfants. Dans le contexte, parce que je me rappelle que, déjà, il y avait des problèmes quand... Moi, j'ai une fille de 20 ans, mais quand elle était plus petite, là, tu sais, quand les enfants sont toujours malades, ils ont beaucoup d'infections, les oreilles, les sinusites, la bronchite, bon... Puis on s'inquiète beaucoup quand ça arrive, puis on veut pas les laisser souffrir, sauf que c'est tellement compliqué de voir un médecin aujourd'hui en première ligne que je pense que c'est ça qu'il faudrait améliorer. On dit souvent que quand on a une maladie plus grave, on va avoir... Une fois qu'on est dans le système, ça va bien, on est pris en charge, puis c'est efficace, puis on a des spécialistes extraordinaires, mais... Pour la première ligne, puis je veux dire, c'est une question de productivité aussi pour notre société. Exactement. Quand on est malade, on n'a pas nécessairement besoin d'aller à l'urgence, mais souvent les gens vont se retrouver là parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Beaucoup de gens n'ont pas de médecin de famille, même quand il y en a un. Moi, souvent, j'arrive pas à avoir un rendez-vous, même si la mienne est exceptionnelle, c'est pas toujours possible de l'avoir. Mais l'urgence était vue à l'époque comme la porte d'entrée du réseau. Là. J'ai cherché longtemps la citation. Je ne la trouve pas, peut-être que vous êtes meilleur que moi, mais quand François Legault était ministre de la Santé, j'entends qu'il avait tenu à l'époque, mais sous réserve, j'ai pas retrouvé, là, j'ai fait des recherches. C'est intéressant. Je recherchais cette citation-là particulière pour l'attribuer à François Legault, donc pour l'instant, c'est une rumeur. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une porte d'entrée assez compliquée, là, parce qu'on peut rester facilement jusqu'au lendemain, là, même on se fait dire, retournez à la maison, revenez demain. Je sais pas si c'est comptabilisé non plus, ça, dans les heures. Non, c'est ça. Mais là, le discours qu'on entend aussi beaucoup, puis là où on est peut-être en retard par rapport à certains pays européens, c'est sur la littératie en santé. Enseigner
des choses de base, peut-être même dès l'école primaire ou secondaire. Il n'y a pas d'enseignement qui est fait aux enfants sur ce qu'est la santé, les choses de base. Puis peut-être qu'on arrive à un certain moment donné où les gens exercent un certain jugement sur quand, comment, pourquoi, puis... oui, c'est vrai, ça part de là aussi. On a beaucoup enseigné aux gens de dire l'État va prendre soin de vous, là, donc vous n'avez pas grand-chose à faire. Si vous êtes malade, présentez-vous. Donc, l'accès à la première ligne. Puis l'autre enjeu qu'on a, parce que j'ai eu récemment Dr Antoine Gros, qui a été sous-ministre pendant un certain temps, puis il me parlait beaucoup de la littératie physique, puis il me tenait un peu ces propos-là par rapport à ça, là, le fait qu'on n'a pas assez enseigné aux gens là, où aller, quand aller. Puis on avait même parlé il y a quelques mois, même le ministre Dubé, là, pendant une période de pointe dans les urgences, était sorti pour dire, écoutez, si vous êtes malade, allez pas nécessairement à l'urgence. On s'est dit, c'est hyper dangereux. Là. Je vais peut-être donner des conseils comme ça. Donc, oui, c'est ça, c'est pas un médecin. Là, puis il peut pas poser, on peut pas s'auto-diagnostiquer, mais c'est vrai que des fois, on pourrait éviter certaines consultations que finalement, il n'y a rien à faire à part de se coucher puis de se reposer. Ouais, c'est ça. Mais c'est que quand ça fait... je parlais des enfants, là, puis des fois, on le sait, là, quand ça dégénère, qu'il y a de la fièvre puis que ça fait trop de jours que ça dure, ben... Mais ça prend quand même un minimum de connaissances pour... c'est ça. Ça peut paraître évident pour... ça, c'est comme d'enlever les médecins de famille aux gens qui sont en santé pour les personnes vulnérables. Ouais. Je trouve ça triste qu'il y ait des gens vulnérables qui n'aient pas de médecin de famille. Par contre, moi, je peux être en santé aujourd'hui, puis la semaine prochaine, je peux avoir un cancer qui se déclare, puis oui, c'est ça. Je vais avoir besoin de voir un médecin. Là, c'est que je comprends pas trop cette logique-là. Puis ça... que Antoine Gros critiquait aussi, c'est l'aspect de dire chaque Québécois n'a pas nécessairement besoin d'un médecin de famille, ce qu'on a longtemps entendu, puis de dire chaque Québécois a seulement besoin d'avoir accès à quelqu'un en temps opportun. Lui était un peu contre ça, parce qu'il portait quand même une certaine importance au fait d'avoir un lien aussi avec une personne qui serait toujours la même. Pas nécessairement un médecin, là. Ça peut être une infirmière praticienne. Oui, ça c'est peut ça. être, mais de dire qu'on saute... mais vous parliez de les otites chez les enfants. Là. Je me dis, dans une société comme la nôtre, ça n'a aucun sens. J'imagine le couple qui travaille à temps plein. J'imagine que vous avez connu ça. Mais on arrive à la maison à 6 heures le soir, l'enfant fait de la fièvre. On va se planter à l'urgence pendant 8 heures de temps. On sort de l'urgence à 3 heures du matin avec une prescription d'antibiotiques. Les pharmacies sont fermées. Imaginez combien ça coûte à notre société, ça, là. Mais on a... Toutes ces situations-là. Non, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on a des mauvais réflexes, comme actuellement. Avec la pandémie, la téléconsultation est devenue populaire, entre guillemets. Puis on s'en parlait de facturation médicale, là, puis on n'est pas là pour parler du salaire des médecins, mais actuellement, puis ce qui s'en vient, puis ça va rester qu'une consultation téléphonique, entre guillemets, on considère que ça vaut moins qu'une consultation en personne pour un médecin. Puis moi, je dis, pourquoi ça vaudrait moins? À mon sens, ça vaut plus. Parce que c'est pas nécessairement plus simple. Bon, ça peut parfois être plus compliqué. Puis, parce qu'on n'a pas la personne devant nous. Puis, deuxième élément, on parlait d'économie. L'économie de temps pour la société est incroyable. Moi, parfois, en suivi oncologique, par exemple, j'ai opéré un patient il y a 3 ans pour un cancer du côlon, là. Le suivi est assez rapide. Là. C'est de regarder l'imagerie. Mettons, on a fait un scan abdominal, thorax, abdomen, pelvien. On a une prise de sang, quelques questions sur l'état général. On valide quand est-ce que la coloscopie a été faite. Puis le suivi est complet. Si on fait ça au téléphone, on s'en rend compte. Là, on appelle les gens, puis on dit « Monsieur Untel, vous allez bien? » Là, parfois, les gens disent « Écoutez, donnez-moi 2 secondes, là, je sors de mon bureau. Je rentre dans mon bureau. » On entend la porte se fermer. « Bonjour, oui, tic-tic, ça passe, c'est beau, parfait. Tout est beau. On se reparle dans 6 mois. » Ça a pris 2 minutes. Oui, ça évite un déplacement. Si la personne vient en personne, c'est une demi-journée de travail. Mais oui, c'est ça. Mais ça, on dirait qu'on... On n'est pas conscient on n'est pas rendu là. Ouais. Donc, c'est difficile. Ce sera pour un prochain podcast. Oui, donc, on aurait beaucoup de choses à dire. Puis, si vous aviez une rencontre de rêve, allez-vous me dire Irma Levasseur? C'est une ça, personne vivante ou décédée? Je réfléchissais à ça, puis je me disais, ce serait facile de dire Irma Levasseur, c'est sûr, mais si on sort du sujet d'aujourd'hui, du roman, je dirais René Lévesque. OK. Parce qu'on parlait d'une époque, justement, où il y a eu la Révolution tranquille. Il en a fait partie.
ça serait de parler avec lui du Québec, puis de sa vision, de où on s'en va, de où on doit aller. J'aurais 1001 questions. Sûrement. Mais quel regard porterait-il sur le Québec d'aujourd'hui? Voyez-vous, ça fait partie de mettons, que j'aimerais lui demander. Tu serais déçu ou... Il trouverait je disais englué tantôt, là, mais qu'on est un peu englué à divers égards. L'expression que j'avais en tête, parce que j'avais même commencé à préparer une lettre ouverte que je voulais envoyer, mais je me disais, je pense qu'on, comme société, qu'on a échappé le ballon. Oui. On a échappé le ballon. Puis là, on est comme... Un peu, puis on court après notre queue un peu. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la justice. Les infrastructures. Oui, les infrastructures, le transport collectif. Partout dans le monde, là, on avance. Puis ici, on avance à reculons, là. Donc, c'est un gros, gros problème. Parce que quand on comprend les fondements scientifiques de ça, de l'importance de développer le transport collectif puis des alternatives à la voiture, c'est pas de sacrer tout le monde dans le transport collectif, c'est d'offrir des alternatives. Parce que on sait que d'ajouter constamment des routes, c'est comme un hamster qui court dans sa petite roue. C'est le même principe. On s'en va dans le mur, là. On s'en va de nulle part. Donc, c'est à divers égards là, qu'on... Mais tu sais, en même temps, au Québec, là, je me dis, Montréal, c'est un gros morceau, là. Québec, peut-être. Mais au-delà de ça, je vois difficilement comment les gens vont prendre le transport collectif en région au Québec. En fait, c'est sûr que c'est les grands centres. Ça part des grands centres. Mais à Québec, on est drôlement en retard. On est la seule ville de 500 000 habitants et plus au Canada qui n'a pas de réseau structurant de transport en commun. Puis ça, là, réseau structurant, on dit structurant parce qu'on développe le territoire autour, puis le long des tracés, on densifie, on évite l'étalement urbain. C'est toutes sortes de principes scientifiques et très bien documentés, là. Tout à fait. Sur lesquels se baser pour prendre des décisions. Mais moi, vous me corrigerez, là, mais même la communication entre la rive sud et la rive nord au niveau des transports en commun, c'est un peu tout croche. Est-ce que je me trompe? Ça fonctionne pas très bien, là. Non. Il y a eu des améliorations, là, mais je veux dire, il y a encore beaucoup à faire, là. Il me semble qu'on prend pas exemple, je sais pas. Puis j'aurais un petit exemple en terminant. J'ai passé 2 mois à Amsterdam il y a 6 ans en formation. Aux Pays-Bas, il y a une seule carte de transport en commun pour le pays au complet, pour tous les moyens de transport confondus. C'est la même carte et il y a des bornes jaunes pour recharger la carte un peu partout. Alors, puis elle est facile à identifier, elle est de la même couleur partout. C'est facile, simple. La petite carte vous donne même un crédit. Donc, vous n'allez pas vous voir refuser l'accès au métro ou au tramway parce qu'il manque 1 euro. Là. Vous allez être dans le rouge, puis là, vous allez devoir aller remettre de l'argent. Puis je me rappelle à l'époque, moi j'étais à Amsterdam, je voulais aller à La Haye pour aller visiter un musée. Je suis parti avec ma carte, j'ai pris l'autobus, j'ai pris le train, je suis arrivé de l'autre côté, j'ai fait un peu de tramway, j'ai refait un peu d'autobus, puis j'étais rendu dans une autre ville, j'avais pris comme 3 ou 4 moyens de transport en commun. C'est génial. Et c'est d'une simplicité, alors que nous, on n'est même pas capable de communiquer ou de faire communiquer la rive sud. Avec la rive nord, tu sais, il y en a plein de solutions. On en parle, on trouve ça drôle, mais... Oui, on trouve ça drôle, mais c'est pas drôle, c'est pas drôle quand on est pris dans notre voiture, dans la congestion, puis qu'on se dit, il y en a plein de solutions sur la table, il y en a plein de solutions qui existent, mais malheureusement, il y a des gens qui sont pas motivés à les appliquer. On parlait du tramway, là, en conclusion, même, je me disais, je sais pas, comme une ville nordique, un tramway, vous n'êtes pas mal à l'aise avec ça, vous, par rapport à un métro? Absolument pas. Moi, j'ai tellement fait de recherches là-dessus, puis il y en a partout. Un métro, c'est sûr que ça serait intéressant, mais le gouvernement a dit non parce que c'était trop cher. Puis les études ont démontré que c'était surcapacitaire aussi pour Québec. Bon, ça pourrait toujours s'appliquer, mais on dit depuis... Ça fait des décennies d'études qui démontrent que le mode le plus avantageux pour Québec, meilleur rapport qualité-prix, puis le mieux adapté, c'est le tramway. Bon, écoutez, fait qu'on se laisse là-dessus, puis je vous remercie encore d'avoir accepté l'invitation pour parler du livre. Je le renomme, donc, pour les auditeurs, donc Irma qui s'en va en guerre aux éditions du Septentrion, publié en 2023. Ouais. Une belle idée de cadeau. Merci. Merci à vous. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.